et d'autres feuilles thématiques. Et vous voyez qu'il y a un programme de travail assez chargé jusqu'à mi-2021 pour avoir un set de documents complets et mettre en œuvre ce Green Deal. Alors, c'est un processus qui est inclusif, lui aussi, hein, la construction du Green Deal, et donc qui est participatif. Donc, la Commission lance et a des consultations ouvertes au public, d'autres plus qui ciblent des publics particuliers. Mais je vous ai mis là les 3 consultations en cours ouvertes au public sur donc la stratégie d'adaptation au changement climatique qui est ouverte jusqu'au 20 août. Vous pouvez y répondre en suivant le lien. Il y a un certain nombre un questionnaire auquel vous pouvez répondre pour donner votre avis sur cette stratégie. Ensuite, les objectifs du plan climat 2030 qui devraient sortir avant la fin de l'année de manière précise. Et donc, il y a une consultation là-dessus pour donner son avis sur le niveau d'ambition souhaité sur cette politique climatique. Et une dernière consultation encore ouverte, et là il faut se dépêcher puisque c'est que jusqu'au 17 juin, sur le pacte climat au sein du Green Deal, là aussi sous forme de questionnaire. Donc ce qu'on sait déjà du Green Deal, c'est qu'il est organisé avec 6 domaines d'action thématique, donc 8 domaines d'action thématique qu'on voit ici, la biodiversité, donc je vais les prendre là, dans l'ordre. Donc la biodiversité, un programme qui s'appelle De la ferme à la table et donc qui traite des problématiques de l'agriculture jusqu'à l'agroalimentaire. Une thématique sur renforcer les ambitions climat, les énergies propres et durables, l'industrie durable, la construction et la rénovation, la mobilité durable et élimination de la population. Donc, ce sont les 8 domaines thématiques et associés à ça, il y a 3 domaines d'activité transversales, la coopération internationale, le renforcement des connaissances et un axe sur donner le pouvoir aux citoyens qui est transversal également. Et donc, on va voir que est sorti récemment différents appels à projets suivant certaines de ces thématiques. Donc, il y en a 11 ici. Et pour chacune de ces thématiques, qui sont ici en anglais, on a un certain nombre d'appels à projets qui sont en cours d'élaboration par la Commission. On a déjà les drafts qui sont publiés. Vous avez le lien qui est donné là. Et on aura une publication du texte final définitif en septembre pour, a priori, des échéances de soumission des projets pour ces appels en janvier 2021. Et le budget mobilisé pour ces appels est de 1 milliard d'euros. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Le plan de financement pour le Green Deal, donc très ambitieux, 1000 milliards d'euros vont être mobilisés sur 10 ans pour implémenter ce Green Deal. Donc vous avez ici la décomposition de ce plan de financement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce sera composé donc d'une part du budget de l'Union européenne, 25%, ça fait déjà 500 milliards, la moitié. Et puis ensuite, il y a des mécanismes qui ont été créés spécialement pour le Green Deal, dont le principal, c'est le Fonds pour une transition juste, qui va permettre, par des systèmes de garantie et par la création d'un fonds de plusieurs milliards, de générer 143, en tout cas de mobiliser 143 milliards d'euros sur 10 ans. Ensuite, on a d'autres mécanismes de garantie par InvestEU, qui est le gros programme de garantie européenne, qui travaille avec les banques nationales, les investisseurs privés et la BEI, qui va d'ailleurs réserver 50% de son portefeuille à la thématique Green Deal. Tout ça va générer 279 milliards. Des cofinancements nationaux à hauteur de 114 milliards. Et enfin, 25 milliards qui viennent du fonds quota CO2, donc le système d'échange des quotas CO2 et qui va reverser ces recettes au Green Deal. Voilà. En ce qui concerne le financement de projet, ce qui nous intéresse, on va avoir donc 35% du budget d'Horizon Europe
donc, qui est le prochain programme cadre de financement de l'innovation qui suit Horizon 2020, donc sur 2021-2027, qui va consacrer donc 35 milliards au Green Deal. Donc, on part sur un budget, sur un financement total pour Horizon Europe de 100 milliards, il y a 35% réservé au Green Deal. Le programme LIFE qui existe depuis longtemps, il y a 72% qui va être réservé au Green Deal, donc ce qui représente 4,1 milliards d'euros. Vous avez ici la décomposition entre les thématiques de LIFE, entre climat, transition énergétique et nature et biodiversité. Voilà, et puis le programme FEDER et les fonds de cohésion qui vont dédier 30% aussi de leur budget aux thématiques Green Deal en général, ce qui représente 108 milliards, donc un budget important pour le financement de projets. Si on fait un petit focus sur Horizon Europe, qui est quand même la source de financement des projets innovants la plus importante en Europe, donc on voit ici l'organisation d'Horizon Europe. On retrouve un peu la même organisation qu'Horizon 2020 en 3 piliers, avec un pilier sur la science amont, avec l'ERC, le European Research Council, le pilier 2 avec les thématiques, les grands challenges thématiques, avec la santé, le climat, tout ce qui est food, etc. Et à droite, un pilier avec le budget pour l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation, qui gère tout ce qui est EIC Accelerator, donc l'ancien instrument PME qui s'appelle maintenant l'EIC Accelerator, donc avec pas mal de financements assez ouverts et proches avec des visées proches du marché pour les PME. Également le programme Pathfinder, là au contraire pour des financements amont, qui sera sur le pilier 3, un pilier transversal sur la coopération internationale et donc l'augmentation de la participation au programme. Et vous savez que donc dans Horizon Europe, on aura des organisations sous forme de grandes missions qui visent vraiment à changer et à venir à bout de grandes thématiques, de grandes problématiques. Et sur ces différentes missions, on sait que déjà 4 seront dédiées, ou en tout cas en lien avec la thématique Green Deal, ce que la Commission appelle des Green Missions. Et on va retrouver également des partenariats publics-privés en lien avec la thématique, comme le partenariat Fuel Hydrogène, par exemple, qui travaille sur la thématique des piles à combustible et de l'hydrogène. Et je repasse la main à Anaïs pour la présentation des thématiques du pôle. Oui, merci Olivier. Juste très rapidement pour faire le lien entre cette introduction générale et la présentation des pôles qui sera faite juste après, je souhaitais rappeler que le périmètre thématique du pôle voilà, s'articulait autour de 6 domaines d'action stratégique et que vous connaissez, je détaillerai très brièvement après, mais depuis 2019, les pôles sont rentrés dans une nouvelle phase, donc la 4e phase, et donc le pôle maire a revu sa feuille de route stratégique en incluant notamment 2 axes transversaux et notamment un axe sur la transition écologique. Donc le but étant que l'ensemble des projets innovants donc soutenus par le maire intègrent évidemment tous ces aspects, innovation verte, on va dire. Hein, le second axe transversal étant, lui, dédié à la transformation numérique. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est vraiment en ligne avec ce fameux Green Deal. Olivier, on peut passer à la suivante. Merci beaucoup. Donc le premier domaine d'action stratégique du pôle, c'est donc la défense, la sûreté et la sécurité maritime. Donc comme ça, à première vue, c'est pas le domaine d'action qui est le plus écologique. Et pour autant, nous on inclut là-dedans, par exemple, tout ce qui est traitement des données satellitaires. Et on sait par exemple que tout ce qui est
voilà, lié à ce type de données peut notamment aider à la mise en place de la DCSMM, donc la directive cadre stratégie milieu marin, ou voilà ce genre de choses. Donc idem sur des projets par exemple de drones. Là, on peut avoir des applications écologiques. Enfin voilà, donc on a la chance dans le maritime de pouvoir s'intégrer à beaucoup de projets. Le second domaine d'action stratégique, donc, lui porte sur le naval et le nautisme. Et là, donc la feuille de route, elle est clairement axée sur le green ship, donc le smart ship d'une part et le green ship d'autre part. Donc avec voilà, il y a une petite slide d'avance. Voilà, merci beaucoup. Notamment tout ce qui est lié à la propulsion, hein, les nouvelles méthodes de propulsion, donc l'hydrogène et l'hélique. Voilà, c'est des sujets que le pôle accompagne depuis de nombreuses années maintenant. Et on peut également parler des nouveaux matériaux, notamment des matériaux biosourcés, hein, pour tout ce qui est architecture et construction navale. Voilà, donc évidemment sur le domaine suivant qui sont les ressources énergétiques et minières marines, là, bon, les énergies marines renouvelables sont évidemment au cœur du dispositif Green Deal. Donc, le pôle accompagne des projets depuis de nombreuses années, hein, aussi bien sur l'hydrolien que sur l'éolien offshore et autres. Voilà, avec notamment des projets, donc aussi bien sur l'ingénierie de conception de ce type d'ouvrage, mais également sur des projets qui visent à voir l'impact sur le milieu et à réduire évidemment au maximum ces impacts. Le quatrième domaine d'action stratégique, ce sont les ressources biologiques marines, où là, évidemment, on parle de pêche durable, d'aquaculture durable et de biotechnologie marine. Donc là, bon, ça va de soi, hein, évidemment. Optimisation des engins de pêche, réduction de l'empreinte environnementale, donc valorisation maximale de la ressource, évidemment, en incluant les coproduits, par exemple, et en prônant l'économie circulaire. Au niveau aquaculture durable, on est vraiment sur une aquaculture qui est intégrée un maximum avec une meilleure connaissance des espèces et la gestion des intrants, hein, une limitation, par exemple, des antibiotiques, etc. On travaille beaucoup sur l'aquaculture multitrophique intégrée. Enfin, voilà ce type de sujet, donc encore une fois, qui présentera un gros intérêt, notamment pour le fameux call de la ferme à l'assiette du Green Deal. Le cinquième domaine d'action stratégique du pôle, là on est en plein dedans, hein, c'est environnement et valorisation du littoral. Donc là, c'est améliorer la caractérisation et la connaissance des écosystèmes. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. On va travailler dans des systèmes en intégrant l'ensemble de ces composants. Gérer les écosystèmes sous pression, voilà, avec notamment les sciences participatives et la prise en compte environnementale. Donc ça va aussi dans les trois sujets transversaux, hein, du Green Deal. Donc avec vraiment, on le sait, le Green Deal se veut inclusif. Et évidemment, la valorisation des écosystèmes côtiers, donc nouveaux services et systèmes d'information qui se veulent donc plus verts, plus intelligents et plus sûrs. Et enfin, le dernier domaine d'action stratégique concerne les ports, la logistique et le transport maritime. Et là, donc, lié au Green Ship, on a le Green Port, hein, nous, on travaille donc avec nos adhérents sur des projets de ports plus respectueux de l'environnement, avec notamment des solutions pour les navires à quai. Hein, et puis bon, pour le transport maritime, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des propulsions donc, de type navire du futur, GNL, hydrogène, propulsion hélique. Voilà, donc pour faire le lien avec les calls qui vont être détaillés maintenant, il me semblait vraiment important de rappeler, hein, que l'ensemble des thématiques qui pouvaient s'intégrer au Green Deal dans les années qui viennent, ce qui a encore beaucoup à faire et de belles innovations à apporter. Voilà, on vous accompagnera dans ces projets. Voilà, Olivier, je vous rends la parole pour le détail. Merci. Donc, on va passer en revue les différents domaines d'activité, domaines d'action
du Green Deal et surtout ceux qui ont donc publié des appels à projets qui seront publiés officiellement en septembre. Donc vous voyez qu'il y a une vingtaine, donc sur les 11 thématiques, il y a certains qui ont publié un ou plusieurs topics dans leur thématique pour des appels à projets, donc ce qui en fait une vingtaine au total. On est sur des appels à projets en général assez ambitieux, de grande envergure. C'est plutôt des gros démonstrateurs qui sont demandés, des gros calls, quoi, des gros appels à projets qui auront certainement des budgets assez importants par topic. On sait qu'il y a 1 milliard au total, on ne connaît pas encore du tout la répartition entre les différents domaines d'action ou entre les topics. Mais au vu du descriptif des topics, on s'attend à des gros projets donc des approches systémiques, etc., des choses assez ambitieuses. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner les mots-clés et un descriptif raccourci des thématiques que vous voyez ici avec un petit logo, avec une petite vague, et qu'on a jugé donc en lien avec une thématique maritime, et qu'on va essayer de voir maintenant. Donc ça en fait quand même 9 à voir sur la vingtaine qui est publiée. Donc sur la première thématique qui est donc augmenter l'ambition climatique. Donc c'est un challenge qui est transversal, cross-thématique, et qui va pouvoir faire intervenir toutes les thématiques. Sur celui-là, donc on a 3 sujets, 3 topics qui ont été publiés. Et donc, il y en a un qui peut intéresser le maritime, qui est le 3e, donc le package d'innovation résiliente au changement climatique pour l'Union européenne. Si on regarde rapidement les sujets, hop, donc le premier qui s'intéresse plutôt au feu de forêt, donc on va passer rapidement. Le deuxième qui s'intéresse aux villes climatiquement neutres, qu'on passe aussi, et donc le troisième qui s'intéresse à des packages d'innovation résiliente au changement climatique pour l'Union européenne, et qui est donc décrit de manière détaillée dans le texte dont vous avez le lien qui est en bas de slide. Donc tous les appels à projets sont décrits de la même façon, et comme tout appel Horizon 2020 d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez un challenge qui décrit grosso modo le contexte dans lequel se situe l'appel à projet. Vous avez ensuite le scope qui détaille un petit peu plus vraiment le type de projet qui est attendu, jusqu'où on doit aller dans le projet. Généralement, on a là le niveau de maturité technologique qu'on doit atteindre et le budget attendu par projet. Mais ça, aujourd'hui, on ne les a pas dans le draft, on ne va pas aussi loin dans les détails. Et puis enfin, la troisième partie d'un appel à projet, c'est les expected impacts, les impacts attendus. Donc, on se projette, si le projet est un succès, à moyen et long terme, quels seront les impacts générés par les résultats du projet. Donc, pour celui-ci, pour le package d'innovation qui est attendu, voilà, on veut des approches multidisciplinaires qui intègrent des dimensions technologiques, digitales, économiques, environnementales. Et on veut donc, avec ce call, une pré-identification et une transposition à large échelle de solutions intersectorielles les plus prometteuses pour une des missions d'Horizon Europe sur l'adaptation au changement climatique. Donc c'est un peu un test avant la mise en œuvre de la mission Horizon Europe sur le changement climatique. Et donc précisément, on veut le développement de package d'innovation pour transformer et adapter les régions et communautés européennes. Et donc vous voyez ce qui est cité comme exemple dans le call, des solutions d'assurance, des systèmes de gouvernance, une aide au changement de comportement sur plusieurs systèmes pour les adapter au changement climatique. Et on retrouve dans les systèmes cités donc la santé, l'agriculture, l'eau, l'environnement, etc. Donc là, on est sur un call, sur le premier volet du call, le petit 1, on est sur une Innovation Action, c'est ce qui est marqué dans le cadre rouge à gauche. Donc un IA, Innovation Actions, ce qui veut dire qu'on est sur des niveaux TRL relativement élevés
et qu'on va être sur un taux de remboursement de 70% pour le secteur privé et de 100% pour le public. Le deuxième point, le deuxième alinéa du call, là on est sur une coordination and support action, donc plutôt sur des travaux d'études et non pas sur la mise en œuvre de solutions, mais plutôt sur des études de design et d'amélioration des packages qui seront d'innovation qui seront proposés dans le niveau 1 et sur le monitoring de ces actions en cours de projet. Les impacts attendus sont très généraux, augmenter la résilience au changement climatique pour les communautés, plateforme en ligne et en accès libre regroupant tous les packages d'innovation qui auront été faits, voilà, soutenir le Green Deal dans la neutralité climatique, la bioéconomie, l'économie circulaire. On avance sur le prochain call. Énergie propre, abordable et sûre. Une grosse thématique, donc il y a un agenda avec en 2021 donc le réexamen de la législation en matière d'énergie. Il est souvent cité dans les différents textes sur cette thématique l'énergie éolienne en mer et évidemment toutes les énergies renouvelables. On aura en 2023 une mise à jour des plans nationaux des pays membres de l'UE pour s'aligner sur cette législation européenne. Et puis en 2050, donc zéro émission nette de gaz à effet de serre en Europe, c'est la grande ambition de l'Europe sur le Green Deal. Donc sur cette thématique, on a deux topics et les deux sont intéressants pour le maritime. Premier topic, démonstration de technologies critiques innovantes pour permettre le déploiement à grande échelle d'énergie renouvelable offshore. Donc le challenge, le contexte, donc que la production d'énergie renouvelable propre devienne la principale source d'énergie tout en gardant la stabilité du système énergétique européen actuel. Donc il faut intégrer l'énergie offshore dans le système énergétique tout en protégeant la biodiversité et l'environnement. Donc ce qui est attendu dans cet appel à projet, ce sont la mise en œuvre et le test de systèmes de production d'énergie renouvelable offshore résistant aux conditions maritimes de grande envergure avec, si possible, une infrastructure grid en plus associée à ce démonstrateur et, si possible aussi, un système Power-to-X associé à ce système de production qui transforme l'électricité en un autre vecteur énergétique. On verra dans le deuxième topic que c'est là-dessus aussi qu'on se situe. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces projets, on devra avoir donc évidemment une documentation technique qui décrit la partie technique et la partie business model complète de la solution. Et donc la commission s'attend à voir des projets qui ont un go-no-go clair pendant le projet, qui présentent cette documentation technique et ce business plan avant l'implémentation, avant le go. Et ça, ce sera évalué par un comité externe qui donnera le go pour la construction et le test. Impact attendu, la démonstration de la perspective marché de ces systèmes, des impacts économiques, sociaux, économiques sur toute la chaîne de valeur, la contribution aux objectifs de développement durable de l'ONU, inciter à l'investissement, économie d'échelle et nouveaux business models. On est en TRL, donc en niveau de maturité technologique de 7 en fin de projet, c'est-à-dire on est sur un démonstrateur qui est testé en environnement réel. Donc voilà pour cette thématique, enfin pour ce topic qui est intéressant. Et le deuxième sur la thématique énergie propre. Développer et faire la démonstration d'un électrolyseur de 100 MW qui améliore le lien entre les énergies renouvelables et les applications industrielles. Donc, bon, le titre est relativement clair. On veut un électrolyseur de 100 MW lié à certaines stratégies européennes, Clean Planet for All, et donc on veut des systèmes Power to X. Et donc, si on va directement au scope de cet appel à projet, l'idée c'est donc d'installer un électrolyseur de 100 MW qui sera composé en fait de modules de 4 à
5 voire plus mégawatts, qui seront assemblés pour composer ce gros électrolyseur. Et on va financer le développement, l'installation, l'exploitation, l'évaluation économique et environnementale de cet électrolyseur, avec un focus aussi qui est donné sur la dissémination, sur le partage des connaissances, avec des workshops qui devront être organisés dans différents pays européens, avec l'implication d'acteurs de l'énergie et de décideurs politiques dans ces workshops. Impact attendu sur 3 niveaux, technologique, environnemental et sur le financement. Voilà, donc le développement, ce qu'on veut à terme, c'est le développement de centaines d'électrolyseurs en Europe, réduire l'empreinte carbone des centrales, améliorer l'efficacité et la durabilité des électrolyseurs, des impacts environnementaux, donc valoriser l'hydrogène comme une énergie renouvelable, intégrer les électrolyseurs à des hubs offshore, l'évaluation de la performance environnementale comparée à d'autres carburants, la performance économique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ces électrolyseurs nécessiteront un cofinancement pour leur mise en œuvre. Donc là, on ne va pas être sur un financement total du démonstrateur, et il faudra un plan de financement complet joint à la proposition qui devra certainement faire intervenir d'autres acteurs que la Commission. Donc là-dessus, on est sur une Innovation Action aussi. Donc 70% de remboursement pour les privés avec un TRL7 en fin de projet. Donc là aussi, un démonstrateur testé en environnement réel. Voilà pour la thématique énergie. Donc on passe à la suivante, l'industrie pour une économie propre et circulaire. Là aussi, on vous a mis quelques éléments de la stratégie globale de cette thématique, avec la publication en mars d'une stratégie axée sur l'économie circulaire, un accent qui est mis dans cette stratégie sur l'innovation, sur l'investissement et les compétences. On a notamment la création d'un fonds pour l'introduction en bourse des PME, pour les aider à la transition, enfin voilà, pour faciliter ces entreprises à rentrer en bourse. Et d'ici 2030, une stratégie pour des produits durables devra être mise en place, avec un focus sur le secteur du textile, de la construction, des produits électroniques, des matières plastiques, avec l'ambition de créer de nouveaux modèles économiques basés sur la location de biens, etc. Donc sur l'économie circulaire, on a un topic sur les deux topics qui est intéressant pour le maritime. Le premier, fermer le cycle industriel du carbone pour lutter contre le changement climatique. Je le passe rapidement puisqu'il ne nous a pas paru très en lien avec la mer. Et donc je passe aux deux, démonstration de système de solutions systémiques pour le déploiement territorial de l'économie circulaire. Et là, on peut avoir un scope sur la chaîne de valeur aquatique qui peut vous intéresser. Donc l'idée ici, le contexte, c'est booster l'économie circulaire, la rendre centrale dans les villes et les régions, des solutions de déploiement de l'économie circulaire sur le territoire. Donc là, on doit démontrer dans les projets des solutions concrètes pour le déploiement de l'économie circulaire sur le territoire, avec de la durabilité, de l'inclusivité, un travail sur la santé, la justice sociale. Ces solutions doivent être duplicables et doivent être multisecteurs, sciences, technologies, gouvernance, économie, etc. Et couvrir un ou plusieurs sujets, donc le gaspillage, l'eau, la nourriture, les fertilisants, la chaîne de valeur aquatique, etc. Et donc l'impact attendu de ces projets, c'est de démontrer la faisabilité technique et économique d'au moins une solution systémique circulaire par région et de ses impacts socio-économiques et environnementaux. Donc, on est sur des projets en TRL 8 en fin de projet, donc très, très avancés d'un point de vue technologique et une approche assez systémique qui doit donc intégrer toute la chaîne de valeur de cette économie circulaire.
Thématique suivante, les bâtiments économes en énergie et en ressources. Donc là aussi, on a une feuille de route avec des objectifs intermédiaires. Je vais passer assez rapidement puisque ce n'est pas forcément une thématique qui a un lien avec le maritime. Et dans le topic qui est en ligne, construire et rénover en étant économe en énergie et en ressources, voilà, ça ne nous intéresse pas forcément ici, donc on passe rapidement et on passe à la mobilité durable et intelligente, qui, elle, va nous intéresser. Un objectif intermédiaire de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre dues au transport d'ici 2050, et avec un accent qui est mis sur le passage au numérique en travaillant évidemment sur tous les secteurs de la mobilité. Donc ici, on a un topic qui est intéressant sur les aéroports et les ports verts comme plaque tournante pour une mobilité durable et intelligente. Donc le call est décomposé en deux parties, l'un sur les aéroports, l'autre sur les ports. C'est un call qui est très complet, très long, très détaillé. Donc là, on n'a vraiment que quelques éléments, mais je vous invite à aller vraiment lire le détail si ce call vous intéresse, puisque c'est sur la partie port vert, donc un travail sur tous les aspects du port vert qui est attendu. Et donc, voilà, on veut des solutions pour des plateformes de recharge ou le stockage pour les bateaux pour du carburant alternatif, l'amélioration de l'efficacité énergétique des ports, l'intégration de solutions de logistique intelligente. On veut démontrer l'impact positif sur l'environnement de la digitalisation des ports, simplifier l'accès aux ports, un plan stratégique du futur port vert, etc. Donc c'est vraiment, ça a l'air en tout cas dans la description du call, quelque chose de très large échelle, avec des niveaux de TRL hauts, ils ne sont pas indiqués précisément, mais on s'attend à des TRL 7, 8, call très ambitieux, quoi. Les impacts, donc le développement accéléré de biocarburants, de ports et aéroports, zéro émission d'ici 2030, production énergétique sur site, meilleure intégration des ports et aéroports aux villes, contribution directe aux objectifs du Green Deal. Thématique suivante, de la ferme à la table, qui est un gros élément du Green Deal. Donc, avec une nouvelle stratégie publiée en mai de la ferme à la table, sur la réduction du gaspillage notamment, et pour s'assurer d'une production alimentaire durable en Europe. Et vous voyez qu'il y aura 10 milliards du programme Horizon Europe qui sera dédié à l'alimentation sur ce programme. Donc sur les topics, enfin il y a un topic de la ferme à la table qui est intéressant qui peut être intéressant pour vous. Donc, c'est tester et démontrer des innovations systémiques pour une nourriture durable de la ferme à la table. On est sur une Innovation Action là aussi. TRL 5 au démarrage, 8 à la fin du projet. Donc, il y a beaucoup de gaspillage en Europe, c'est le challenge, c'est ce qui est exprimé dans le challenge. Beaucoup de gaz à effet de serre produits par cette industrie, et donc il faut lutter contre ça et contre les problèmes de santé publique comme l'obésité. Donc, ce qu'on attend, là aussi, des innovations systémiques. Donc, c'est là aussi très ambitieux. Il faut avoir une approche multi-acteurs, transsectorielle, faire intervenir un mix d'innovations dans les solutions qui seront proposées. Et vous avez un certain nombre de sous-topics qui sont proposés par la Commission. La ferme climatiquement neutre, le food business neutre, donc réduire ou optimiser la consommation énergétique dans l'élaboration, la distribution, la conservation et la préparation de nourriture. 3, réduire la dépendance aux pesticides et aux antibiotiques. Réduire, 4, le gaspillage et le packaging non recyclable. Et 5, transiter vers des régimes alimentaires sains et durables. Les impacts attendus, donc des innovations systémiques pour aller vers la neutralité climatique du secteur, réduction des déchets, gaspillage, etc.
et améliorer la compréhension, voilà, le potentiel à agir d'ici 2030. Et le monitoring de l'impact de ces solutions pendant le projet. Il faudra donc expliquer, quantifier les indicateurs de performance de ces projets de manière très claire. Agriculture durable, qui est une des thématiques que je vais passer très rapidement, puisqu'elle ne nous intéresse pas forcément ici. Et on en vient à la thématique biodiversité et écosystème. Une nouvelle stratégie est sortie en mai sur la biodiversité qui vise la protection d'au moins 30% de la superficie terrestre et 30% de la superficie marine via des zones Natura 2000. Vous voyez ici un certain nombre d'engagements de réduction de pesticides, de plantation d'arbres et de terres dédiées à l'agriculture biologique. Et en ce qui concerne le maritime, donc l'économie bleue durable doit jouer un rôle central pour réduire la pression sur les terres et on doit aller vers une meilleure utilisation des ressources marines. Ce qui est cité comme exemple, c'est la production d'algues, par exemple, pour de nouvelles sources de protéines. Voilà, exploitation du domaine maritime plus durable et une politique commune de pêche plus connectée et bien gérée. Et donc, on aura, j'imagine, un plan, tout ça sera plus détaillé dans un plan mondial pour la biodiversité en octobre. Le topic biodiversité qui nous intéresse, donc, c'est restaurer la biodiversité et l'écosystème. Donc ici, on est sur une Research and Innovation Action, donc certainement quelque chose de plus recherche avec un taux de financement de 100% pour tout le monde, les privés comme les publics. Donc l'idée, c'est le challenge, le contexte, c'est restaurer la biodiversité sur Terre et en mer grâce à des approches durables, résilientes et inclusives, et penser des solutions transposables au niveau européen, générer de la connaissance sur ces aspects-là. Et donc, ce qui est attendu comme type de projet, c'est des innovations et de montrer comment la restauration de la biodiversité peut être élargie et avoir un retour socio-économique positif. Donc, on veut travailler sur des plans de scale-up de solutions, des solutions travailler sur la diffusion de solutions pour qu'elles soient adoptées plus largement, testées puis adoptées plus largement, des bonnes pratiques, des études de faisabilité économique et technique, voilà, des tests finalement qui seront des tests pour de futurs investissements dans Horizon Europe. Les impacts attendus, réduire les émissions de gaz à effet de serre, création d'opportunités de partenariat, piloter et identifier des systèmes innovants, urgents, adaptés à la restauration écologique des puits de carbone, démonstration de l'engagement et de la reconnexion des citoyens avec la nature, des méthodologies de changement pour investir dans la nature. J'enchaîne avec la thématique suivante qui est l'élimination de la pollution. Deux topics sur ce domaine d'action, dont un qui peut être intéressant. Donc vous avez ici la stratégie globale d'élimination de la pollution, qui est assez transversale. Je vais peut-être passer rapidement sur directement le topic. On voit qu'il y a beaucoup d'accents mis sur la qualité de l'air et les microplastiques, le problème des microplastiques et l'impact sur la biodiversité, d'aller vers une industrie propre. Et on aura donc des textes sur une nouvelle stratégie dans le domaine des produits chimiques qui sortira cette année et un plan d'action zéro pollution en 2021. Donc le topic qui nous intéresse, c'est celui-ci, solutions innovantes et systémiques, zéro pollution pour protéger la santé, l'environnement et les ressources naturelles des produits chimiques. Une RIA là aussi, Research and Innovation Action. Un contexte, le challenge, donc voilà, l'inquiétude et l'incertitude sur l'impact des produits chimiques sur la santé, le manque de solutions techniques appropriées pour surveiller les impacts environnementaux,
Voilà. Et donc, le scope qui est décrit ici, les projets attendus, ce sont des solutions pour protéger la santé, l'environnement et les ressources naturelles et améliorer les connaissances autour de l'impact de ces produits chimiques. Donc, des solutions également pour corriger les problèmes apportés par les produits, quantifier les produits dans la nourriture ou l'eau et globalement protéger le consommateur. Donc, ce qu'on veut, c'est, grâce aux innovations qui seront développées dans ces projets, mieux comprendre les effets sur la santé des produits chimiques et supporter un plan d'action pour une économie circulaire minimisant les substances qui posent des problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est des solutions de détection, de surveillance en temps réel, d'analyse des risques pour une meilleure gestion des risques, d'harmonisation des données sur le danger des produits, des données sur la pertinence des produits, accessibles aux décideurs politiques pour la communication autour des risques. OK, on avance sur le deuxième qui est favoriser la science pour lutter contre les mélanges climatiques et pharmaceutiques de la science aux politiques fondées sur des preuves. Donc ici, ce qu'on veut, c'est proposer une nouvelle stratégie des produits chimiques pour la durabilité, avec une préoccupation autour de l'exposition aux produits chimiques via l'air, l'eau, dans la mer, la nourriture, les biens et matériaux, améliorer la connaissance autour de ces produits. Ici, on est sur le RIA, donc là aussi, Research and Innovation Action, des TRL certainement assez élevés. On veut des projets de recherche qui démontrent comment les nouveaux outils peuvent quantifier et prévenir le danger lié à ces produits. Des études de cas, voilà, pour protéger les personnes, des études sur les effets de l'exposition aux produits, des études sur les règles actuelles et comment elles sous-estiment le risque d'exposition. Voilà, comparaison avec différentes réglementations possibles. Et comme impact, donc, l'implémentation de nouvelles approches d'évaluation des risques et de la gestion des risques pour réduire les expositions les plus critiques. On en arrive à des thématiques transversales, comme celle-ci, renforcer nos connaissances pour soutenir le pacte vert. Voilà, donc avec 3 sujets qui vont être financés sous cette thématique-là, et dont un qui est intéressant puisque c'est une thématique sur les océans transparents et accessibles vers la création d'un jumeau numérique de l'océan. Et je vais aller donc directement à la slide sur ce topic. Un océan transparent et accessible vers un jumeau numérique de l'océan. On est sur une Innovation Action. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de données sur les océans qui ont été créées depuis 20 ans. Et donc la prochaine étape, c'est de transformer ces données, en tout cas de les utiliser pour arriver à des modèles digitaux des océans interactifs en haute résolution. Donc le scope, supporter le développement de ce jumeau digital, démontrer son utilité, de la récolte de données aux usagers des services finaux, donc avec des capteurs automatiques, des scénarios d'analyse d'impact, de la co-création avec les sciences naturelles, humaines et sociales, des outils de prise de décision, faciliter l'accès aux données, la transmission d'informations aux citoyens, etc. Et donc l'impact attendu, ce sont des outils virtuels et interactifs qui permettent d'augmenter la capacité d'observation des mers, d'une meilleure gestion de la conservation de l'écosystème, améliorer l'engagement du citoyen, encourager les flux de data non scientifiques, améliorer l'efficacité des activités économiques marines. Là aussi, un call assez ambitieux. Et j'avance encore une thématique transversale, donner aux citoyens les moyens de passer à une Europe durable et climatiquement neutre. Donc là, on a 3 sujets qui vont être financés. Je vais passer rapidement parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui est sur la thématique maritime. Voilà. Et je vais passer rapidement également sur la dernière qui est accélérer la transition et l'accès à l'énergie propre en partenariat avec
Afrique qui n'est pas forcément non plus intéressante pour la thématique maritime. Donc voilà, on a passé en revue rapidement ces topics qui seront publiés en septembre. Mais encore une fois, ils sont très détaillés. Vous verrez qu'on a vraiment des choses assez ambitieuses qui sont demandées dans ces topics. On pourra en discuter après. Un petit focus sur les autres opportunités de financement qui sont ouvertes actuellement et qui peuvent intéresser une thématique Green Deal. Et donc, vous avez ici un petit tableau comparatif des aides publiques européennes qui sont aujourd'hui ouvertes. Donc, ce qu'on vient de voir, finalement, ce sont des thématiques de la première colonne, c'est-à-dire des projets Horizon 2020. Tous ces cols-là seront traités comme des projets Horizon 2020, donc avec des thématiques particulières. Donc, on a à chaque fois quand même la contrainte d'un projet Horizon 2020 classique, c'est-à-dire d'avoir trois partenaires de 3 pays européens différents, ou États membres ou États associés différents. Ça, c'est le critère d'éligibilité de base. Mais vu l'envergure des projets, on sera certainement sur des projets plutôt de l'ordre de la dizaine de partenaires, voire plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est sur donc, des préparations qui prennent du temps, parce que c'est complexe de réunir ces partenariats et de rédiger les dossiers. Donc ça prend quelques mois quand même, il faut s'y prendre à l'avance. Et après, il faut compter aussi le délai de négociation d'évaluation et de négociation avec la Commission européenne. Donc ce qui veut dire que pour les calls qu'on vient de voir, qu'on vient de passer en revue, si on a une échéance qui est en janvier 2021, on aura finalement des démarrages de ces projets, les premiers financements qui interviendront sans doute plutôt en septembre 2021. Des durées typiques de 3-4 ans avec un taux de financement, donc je l'ai dit, 70% pour les IA, Innovation Action, et 100% pour les RIA. Les budgets sont encore inconnus, mais on aura typiquement des projets qui pourront aller de 1,5 à 20 millions d'euros en fonction de l'envergure. 1,5 pour une Coordination and Support Action et 20 millions d'euros pour un gros démonstrateur ou pour des innovations systémiques. Ça, c'est pour ce qu'on a vu. Après, les autres programmes qui sont ouverts, qui sont présentés sur cette slide, donc le IC Accelerator, qui est un programme intéressant pour les PME uniquement, et qui propose donc des financements toutes thématiques, donc c'est totalement ouvert. La prochaine échéance, c'est le 7 octobre. C'est pour des innovations très proches du marché, TRL 6 au départ, minimum. Et on va financer les dernières étapes d'innovation avant la mise sur le marché d'un produit ou service. Et c'est un programme très intéressant puisqu'on peut demander à la fois de la subvention, jusqu'à 2,5 millions, et de l'equity, c'est-à-dire une intervention en capital de la Commission européenne, jusqu'à 15 millions en théorie. Donc un programme très intéressant, mais vous en avez sûrement entendu parler déjà. Associé à ça, on a le Fast Track to Innovation, qui est la version collaborative de l'EIC Accelerator, on va dire, avec là aussi des programmes très proches du marché, TRL6 au départ, des mises sur le marché dans les 3 ans suivant le début du projet, donc assez court, une deadline en octobre, et des petits consortiums plutôt industriels de 3 à 5 partenaires. C'est une forme Innovation Action, donc remboursée à 70% pour les privés. Vous avez également le programme Eurostar qui peut être intéressant. Donc, c'est un programme européen un peu indépendant de la Commission, même s'il est un peu cofinancé par Horizon 2020. Mais... Donc là, on est sur un label européen qui permet d'obtenir un financement national si le label est obtenu. Donc pour les Français, ça veut dire un financement BPI associé au projet Eurostar, donc avec 40% de subvention pour les PME. Et il faut être minimum 2 PME, donc de 2 pays différents, participant au programme Eurostar. Donc on retrouve l'ensemble de l'Europe plus d'autres pays dans le monde. Et c'est un programme qui est intéressant, on va dire, qui est quand même plus facile d'accès qu'un EIC Accelerator ou qu'un H2020, puisque le consortium est beaucoup plus réduit et qu'on est sur des ambitions quand même moins grandes. Et enfin, le programme LIFE,
qui est également ouvert avec, donc il y a un programme environnement biodiversité, un programme climat, avec des deadlines que vous voyez là différentes. Le 14 juillet pour environnement et 6 octobre pour climat. Donc là, on est sur des projets qui visent à mettre en œuvre des politiques environnementales, en tout cas qui s'appuient sur des législations liées à l'environnement et qui sont généralement des partenariats entre privés et collectivités territoriales pour démontrer, faire de la démonstration de solutions qui permettent d'atteindre les objectifs de ces législations, de ces stratégies. Et donc, on n'est pas dans de la R&D, on est plus dans de la démonstration sur ces projets-là, même s'il peut y avoir une petite dose d'innovation. Taux de financement, 50% de subvention sur ce type de call. Il y a évidemment d'autres appels à projets nationaux, et je vous invite à aller sur la page du pôle maire qui est indiquée ici pour aller les lister. Ils sont tous listés, et on ne va pas alourdir la présentation avec ce catalogue supplémentaire. Pour finir, une petite slide sur le plan de relance. Donc, suite à la crise Covid, on pouvait avoir des craintes sur la tenue du Green Deal, en tout cas sur sa poursuite, mais bon, ça a été assez clair dans les communications qui ont été faites par la Commission que le Green Deal, c'était finalement une partie intégrante du plan de relance de la Commission européenne. Ce qu'a dit la présidente, Madame von der Leyen, c'est qu'un quart du fonds de relance, donc Next Generation EU, qui est à hauteur de 750 milliards, eh bien, un quart sera dédié consacré à des projets écologiques. Et là, on peut citer donc voilà 15 milliards qui iront vers la biodiversité dans la stratégie qui ira sur les domaines d'activité biodiversité et farm to fork, de la ferme à l'assiette. On aura 30 milliards supplémentaires sur le mécanisme de transition juste, qui est un des mécanismes de financement du Green Deal, donc finalement un budget supplémentaire pour le Green Deal. La création d'un fonds stratégique d'investissement à hauteur de 20 milliards pour des infrastructures notamment vertes, un fonds pour aider les entreprises qui ont des problèmes de solvabilité, jusqu'à 300 milliards vont être mobilisés là-dessus, et il y aura des critères verts pour pouvoir bénéficier de ce soutien de solvabilité. Donc bref, tout ça est parfaitement en ligne avec le Green Deal, et au contraire, participera à augmenter encore l'ampleur du Green Deal. Voilà, je pense que j'ai fini ma partie. Vous avez ici des liens vers les différents documents qui ont servi à préparer cette présentation. Et puis, vous avez pas mal de liens dans les slides aussi. Et je vais maintenant passer la parole plutôt à Yannick, qui va nous parler de la compatibilité des aides directes avec la fiscalité de la recherche, qui est important pour optimiser le financement de ces projets. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. L'objectif, en complément des différentes présentations que vous avez eues sur les aides directes et sur les différents guichets et lignes potentielles accessibles, c'est également de pouvoir, dans le cadre de votre plan de financement de vos projets, envisager l'étape suivante. L'étape suivante, après avoir sollicité un guichet et obtenu une aide, c'est de pouvoir envisager en complément le dossier et l'optimisation fiscale via le crédit impôt recherche et via la réduction de crédit impôt via le CIR. Alors, plus cette démarche est envisagée en amont, dès le montage du dossier par rapport à la typologie des dépenses et par rapport à la durée de votre programme, plus vous aurez un potentiel de lisibilité sur le CIR complémentaire dont vous pourrez bénéficier, en plus de l'aide directe, dans le cadre de votre montage. Très souvent, nous avons ce type de remarques pour les projets qui sont accompagnés de la part de nos prospects ou clients habituels. Dans un premier temps, c'est mon projet, vu qu'il est subventionné, je ne peux pas le présenter au CIR.
puisque je considère que j'ai déjà une aide directe associée, donc il ne peut pas être éligible à deux guichets, d'un côté une aide directe et d'un côté un guichet qui est une aide indirecte via la fiscalité. La deuxième remarque qu'on peut avoir également, c'est de considérer, puisque très souvent les aides directes permettent de bénéficier de versements conséquents en démarrage de projet, de se dire, vu que j'ai perçu par exemple 70% de cette aide, je ne peux pas avoir, ayant reçu un gros montant d'aide qui peut être supérieur à ce que j'ai commencé à engager, je ne peux pas avoir de crédit impôt recherche sur cette année concernée. Et puis enfin, très souvent, une crainte sous-jacente d'un contrôle fiscal lié au CIR, notamment dans le cadre de la complémentarité de ces aides. Donc, que dit le bulletin officiel des impôts, et on va le voir sur la slide suivante, c'est de se dire, malgré ces différentes craintes, le crédit impôt recherche via le bulletin officiel des impôts qui régit le crédit impôt recherche envisage tout à fait cette possibilité de bénéficier du crédit impôt recherche en complément des aides publiques perçues. Néanmoins, l'une des règles importantes par rapport à ce crédit impôt recherche, c'est d'envisager quelles sont les fractions que la subvention va accompagner de vos projets. Et parmi ces fractions, ces typologies de dépenses, quelles sont celles qui ne sont pas éligibles au CIR. Et dans ce cadre-là, le retraitement de la subvention perçue permet de minimiser la subvention que vous allez déduire de votre assiette de CIR. Bien entendu, vous allez continuer à toucher cette aide directe auquel vous avez pu prétendre et obtenir via votre montage, mais la diminution et le recalcul qu'on va faire dans le cadre du CIR va permettre de maximiser votre CIR en minimisant l'impact de cette subvention si on la prenait, ce qui est le cas pour très souvent la majorité des sociétés déclarantes en CIR, elles ont tendance à déduire la totalité de la subvention perçue, ce qui n'est pas le cas. Le bulletin officiel des impôts octroie votre capacité à retraiter cette subvention en fonction de la proportion et de la fraction qui est éligible au CIR. À travers la slide suivante, vous pouvez voir également sur quoi s'appuient forcément les différents guides et les différents textes de loi. D'abord, le guide du MISRI, donc qui est anciennement le ministère de la Recherche, qui est devenu le ministère supérieur de la Recherche et de l'Innovation, qui a fait évoluer ces différentes préconisations qui, pour certaines, sont reprises dans le bulletin officiel des impôts, à savoir que vous avez eu une doctrine qui a évolué depuis le 4 avril 2014. Globalement, en avril 2014, le principe était de déduire les subventions au moment de leur perception. Depuis avril 2014, ce n'est pas cette règle qui régit le retraitement des subventions au CIR, c'est d'abord le montant que vous avez pu percevoir, la date de perception, de surcroît ensuite le retraitement qu'on a pu l'évoquer très rapidement de la part éligible au CIR par rapport à la part que vous avez présentée dans votre subvention. Et enfin, on va également prendre en compte les dépenses réelles que vous allez réaliser au cours des années de réalisation du programme de recherche. Globalement, ça veut dire que si vous avez une subvention que vous percevez de manière très importante la première année, mais que vous avez engagé peu de dépenses, vous allez pouvoir encore bénéficier d'un CIR conséquent puisque vous avez engagé peu de dépenses réelles. Donc l'objectif étant dans la construction de votre projet de recherche et en fonction bien sûr des critères scientifiques auxquels vous allez pouvoir répondre en fonction des différents guichets, des différentes lignes qu'Olivier vient de présenter, de pouvoir prévoir un plan, un programme de dépenses de recherche prévisionnelle et ensuite de prévoir en fonction de cette typologie de dépenses et leur chronologie, quel montant de crédit impôt recherche vous pourrez bénéficier de surcroît année par année pour ce projet. Donc, on l'a vu, il y a une première règle pour le 4 avril 2014, une seconde règle qui est aux dépenses réelles. Donc, pour réaliser ce type de démarche, à travers la slide suivante, on va pouvoir voir que vous avez d'abord différentes règles qui vont s'opérer. D'abord, c'est la persistance des méthodes. Si vous avez commencé, dans le cadre de vos déclarations de CIR, à traiter une subvention avec l'ancienne modalité de avril 2014, puisque les programmes peuvent durer assez longtemps, on va continuer à appliquer la même méthode de retraitement. C'est de surcroît beaucoup plus fort si vous avez déjà perçu
une avance remboursable et vous commencez dorénavant à rembourser cette avance remboursable, il n'est bien sûr pas question de retraiter et de refaire ce retraitement par rapport à ce que vous avez déjà déduit les années précédentes. On va réintroduire vos remboursements de la même manière que vous aviez déduit l'avance remboursable lors de sa perception. Ensuite, il faut identifier subvention par subvention les périodes concernées par ce projet. 2, 3 ans, 4 ans. Et ensuite, dans cette typologie de subvention et dans la période, identifier quelles sont les dépenses qui sont éligibles ou non ou pas au CIR. Donc, en fonction des différentes rubriques, des dépenses de personnel, des dépenses de sous-traitance, du matériel, et en fonction de la typologie fine de ces dépenses en termes de personnel humain ou de certaines sous-traitances, vous avez des rubriques qui vont être éligibles ou pas. Ensuite, on va identifier les dépenses réelles année par année que vous allez envisager de réaliser sur cette période, la période de la subvention, et dans le cadre du CIR, on va bien sûr, quelle que soit votre date de clôture fiscale, la recaler sur l'année civile, puisque le CIR se calcule toujours par année civile. Et ce qui est également très intéressant, c'est de construire ce plan, cette vision lors de votre projet pour avoir étape par étape les montants potentiels de subventions à percevoir et les montants potentiels de CIR année par année. Mais ce qui est également très intéressant, c'est de pouvoir revenir, si vous ne l'avez pas encore fait sur vos précédentes déclarations, de faire ce qu'on appelle des démarches rectificatives ou appelées également réclamations contentieuses dans le cadre du jargon de l'administration fiscale. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait ce retraitement, on peut, au moment où on parle, encore revenir sur vos déclarations de crédit impôt recherche 2017, 2018 et 2019 pour refaire ces calculs, représenter le retraitement et les modifications qui n'auraient pas été opérées à l'époque pour pouvoir solliciter des montants conséquents auprès de l'administration fiscale. Quelques exemples également qu'on a pu lister sur des exemples d'accompagnement qu'on a pu faire auprès de nos clients. En général, le retraitement des subventions telles qu'on vient de l'évoquer permet des impacts entre 10 et 50% de ce qui a pu être déclaré dans le CIR si vous avez directement déduit les montants perçus. Donc, on voit que ça peut être conséquent. Dès que vous avez des subventions de quelques centaines de milliers d'euros, voire plus, on peut minimiser l'impact jusqu'à 50% très souvent de ce qui a été déduit à tort dans vos déclarations de CIR si vous aviez tout déduit. Et dans quelques accompagnements qu'on a pu faire, par exemple, on a pu accompagner 2 sous-traitants de sociétés conséquentes. Une dans le domaine pharmaceutique, on a pu obtenir 1 million d'euros de CIR dans le cadre de réclamations contentieuses sur 2 ans. Et également un groupe, un sous-traitant aéronautique toulousain, où on a pu obtenir 1,4 million d'euros sur 3 ans, avec un sujet voilà, qui est parfois pas tout à fait bien maîtrisé par l'administration fiscale, mais sur lequel la véracité de nos calculs et notre appui qu'on fait sur le bulletin officiel des impôts sont incontournables et incontestables. Voilà, c'était juste pour quelques mots pour vous mettre également, lors de la construction d'un projet de lunette directe, ayez toujours ce réflexe de prévoir les étapes suivantes, et l'étape suivante étant majoritairement le CIR, et de prévoir à travers la typologie de vos dépenses et votre plan de financement, cette étape pour prévoir vos futures déclarations optimisées de CIR. Voilà, c'était pour ma partie sur les parties liées au CIR. Merci beaucoup, Yannick. On va passer à la session de questions-réponses. Hein. C'était dense parce que c'est un sujet qui est déjà et qui sera très important dans les années à venir. J'ai pas vu beaucoup de questions en chat, j'en ai vu une. Et Emmanuel, si... Oui, alors de mon côté, j'ai eu quelques questions. Alors déjà, une petite remarque, oui, désolé pour les petits soucis d'affichage au niveau des slides où les liens, surtout de bas de slide, n'étaient pas toujours disponibles. Donc on va vous faire suivre, Anaïs fera suivre la présentation qui sera également diffusée dans la prochaine newsletter du pôle, donc 360 degrés. Donc vous aurez accès à toutes les slides et aux liens, ce sera aussi plus simple pour pouvoir cliquer dessus que de recopier ce qui était indiqué sur les slides. Voilà, ça c'est pour la première remarque. Ensuite, donc, j'ai eu une question en privé
concernant l'EIC Accelerator, où donc je vous lis la question: a-t-on une idée du nombre de projets déposés au dernier appel à projet EIC Accelerator, qui avait donc un focus sur le Green Deal? C'était une date de clôture au 19 mai. Alors, je peux me permettre de répondre directement parce que j'ai un petit peu triché, mais j'ai récupéré les données pendant la fin de la présentation. Alors, il y a eu 2071 dossiers déposés, précisément. Ça correspond à environ 10% de dépôts de plus que sur les cut-offs habituels, on va dire, donc non focus Green Deal. En quelques chiffres, donc il y a eu 7,8 milliards d'euros d'aide demandée. Sur les 2071 dossiers déposés, il y en a 41%, donc 849 précisément, qui ont demandé du Grant plus Equity. Comme le disait Olivier, le EIC Accelerator a cette spécificité d'avoir une partie Grant et une possibilité en complément d'une participation de la Commission européenne. Donc près de la moitié des dossiers ont fait cette double demande. Voilà. Ensuite, donc oui, 59%, 1222 dossiers qui ont demandé que du grant, avec une moyenne de 1,718 millions d'euros précisément par projet. Ça, c'est la moyenne au niveau européen. Et enfin, une dernière information assez intéressante, il y a 19% seulement des dossiers, donc 393 dossiers, qui ont été déposés par des sociétés qui ont une femme CEO. En sachant que c'est, ça Olivier pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais c'est une volonté de la Commission depuis ce dernier appel à projet de l'EIC Accelerator d'avoir, la volonté de la Commission d'avoir au moins 25% des dossiers sélectionnés pour l'oral, donc qui sont portés par des entreprises qui ont une femme CEO. Voilà pour répondre à cette question. Je ne sais pas si Anaïs, Olivier, vous avez des compléments à apporter par rapport à ça. On sait que c'est juste que habituellement, il y a 1800 dossiers qui sont déposés lorsque le EIC Accelerator est ouvert à toute thématique. Là, on a 2000 dossiers déposés alors que les thématiques sont a priori quand même restreintes puisqu'on n'était que sur du Green Deal. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'on a un pic de soumission alors qu'on a moins de thématiques ouvertes. Donc, on peut se demander aussi parmi les 2000 quels sont les vrais applications green. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing dans tout ça? Il y en a sûrement une bonne part, en fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces chiffres qui sont colossaux, il y a quand même beaucoup de projets qui sont sans doute hors sujet. En fait. Très bien. Donc ensuite, on a une question concernant le niveau de TRL de sortie par programme. Alors je ne sais pas si la question elle était plutôt orientée sur Horizon Europe et sur le focus Green Deal, ou si c'était plutôt sur la question a été posée pendant la présentation des autres appels à projets européens, Eurostars, EIC, Fast Track. Je pense que c'était plutôt par rapport à ces appels à projets. Donc là, pour le coup, on va peut-être revenir un petit peu en arrière sur le niveau des slides pour en dire quelques mots, en sachant que rien n'est verrouillé en termes de TRL de sortie de projet, mais il y a quelques indications en effet. Olivier, tu veux peut-être revenir sur les slides et indiquer quel est le niveau de TRL attendu en sortie de projet pour chacun des dispositifs? Alors, sur tous les dispositifs? Alors, sur peut-être les 4 colonnes de la slide, encore un. Voilà, ici. Là. Ah, d'accord. Sur cela, donc, sur les H2020 thématiques, donc c'est ce qu'on a vu, ça dépend de chaque topic, c'est indiqué précisément dans le topic. Sur un EIC Accelerator, donc on va être à 6 au début et plutôt 8 à la fin. Après, sachant que donc, TRL 8, c'est le maximum de TRL qui peut faire intervenir une subvention publique à l'innovation. Après, tout ce qui est au-delà de la TRL 8 n'est plus éligible à une aide publique pour l'innovation parce qu'on n'est plus sur l'innovation, on est sur du déploiement commercial, marketing, etc. Et ça n'est pas remboursable par une aide d'État. Mais on l'a vu dans le EIC Accelerator, il y a la possibilité de demander de l'equity. Donc finalement, l'equity, lui,
va permettre de financer ces étapes supérieures au TRL 8 et qu'on peut déjà décrire dans le lycée Accelerator. Pour le fast track, donc là, il n'y a pas d'equity, hein, c'est que de la subvention, donc c'était entre TRL 6 et 8. 6 au début, 8 à la fin. Eurostar, on est quand même plus en amont, donc je dirais qu'en fin, on est à 6-7, un prototype, un démonstrateur. Et Life, on va aller assez loin quand même, puisque c'est de la démonstration aussi, hein, donc TRL, pareil, 6-7. 7, 8 grand maximum quoi, sur Life. Parfait, merci. Question suivante. Je n'ai rien vu à propos de la collecte et traitement des déchets plastiques dans les eaux, rivières, mers, océans. Y a-t-il des appels à projets intéressants à ce sujet? Oui, sur le microplastique. Non, j'allais dire la même chose, c'est sur la partie écosystème et biodiversité. Hein, dans ce call-là, il y a les aspects, et ça a été cité. Après, il faut aller dans le détail hein, des différents calls, hein, mais la lutte contre les micros et les macroplastiques font évidemment partie des calls. Une nouvelle question pour Anaïs, pour le coup. Comment le pôle mer peut-il aider à bâtir... Attendez, j'ai un problème d'affichage. Vous devez voir la question. Peut-il aider à bâtir les consortiums pertinents pour ces calls? Chaque entreprise adhérente du pôle n'a pas forcément la connaissance de l'ensemble des compétences high-tech sur le territoire et donc pourrait passer à côté d'opportunités de monter un consortium. Donc en effet, c'est bien le rôle du pôle qu'Anaïs. Alors déjà, il faut nous contacter, nous montrer voilà, une volonté de monter sur un pôle. Nous, évidemment, là, on va travailler au niveau de la cellule Europe à fond sur ce Green Deal et on va certainement monter des réunions préparatoires qu'on appelle des DTEC, voilà, pour mettre les gens autour de la table, autour de thématiques communes, pour essayer de faire émerger de nouveaux projets en réponse aux différents calls du Green Deal. Après, nous, on a connaissance au niveau de ce qu'on appelle nos clusters partenaires, nos clusters amis à échelle européenne, qui nous font des demandes pour certaines compétences pour rejoindre des consortiums. Donc là, nous, après, on a connaissance au niveau de nos adhérents des compétences de chacun et on vous envoie les demandes quand c'est pertinent. Et on peut faire la demande inverse. Si vous recherchez des partenaires, nous, on peut activer notre réseau de clusters partenaires européens pour essayer de monter un consortium. Donc, on a vraiment ces trois échelles. Donc, au sein du pôle, parce qu'on peut être plusieurs partenaires d'un même pays, hein, au sein de projets collaboratifs européens. Donc, on peut vous faire une recherche de partenaires grâce à nos relations avec nos partenaires européens. Et on peut vous faire parvenir des demandes pour intégrer des consortiums européens. Donc voilà, on a ces trois échelles qu'on peut activer pour vous aider à rentrer dans un consortium ou en consortium. Parfait, merci Anaïs. Nouvelle question, est-ce que les calls Green Deal seront accessibles pour des projets déjà lancés? Alors, non, pas pour les activités qui sont déjà en place. Là, on est vraiment sur de la mise en œuvre de choses nouvelles. Pas encore commencé. A priori, je ne sais pas à quoi vous précisément on fait référence, mais généralement, on est vraiment sur la mise en œuvre de choses nouvelles. Après, il faut une base de départ, évidemment. Donc, il faut une preuve de concept, il faut à minima, on ne part pas non plus de zéro. Ou dans le cadre des gros démonstrateurs là qu'on a vus sur l'électrolyseur ou sur les plateformes offshore, il faut avoir forcément démontré sa capacité déjà en amont. Mais en tout cas, le démonstrateur en tant que tel, lui, doit être construit pendant le projet. Oui, et je compléterai en disant que s'il est question de visibilité des dépenses, ça, c'est pas possible d'avoir une antériorité
au niveau européen. Voilà, c'est à la signature du Grand Agreement. Donc voilà, s'il est question en tout cas de financer des dépenses antérieures, ce sera pas possible. L'éligibilité des dépenses démarre le premier mois suivant la signature du Grand Agreement. Donc, c'est ce que je disais, ça veut dire certainement septembre 2021, quelque chose comme ça. Tout à fait, ouais. Tout à fait. D'où l'intérêt, comme le disait tout à l'heure Olivier, d'anticiper autant que possible ces montages. Forcément, plus les questions sont posées en amont et puis on prend le temps de monter le dossier et de viser le call qui va bien, plus c'est confortable et moins on prend le risque de ne pas comptabiliser des dépenses à venir dans le financement. Quand transmettrez-vous les planches présentées aujourd'hui? Ah mince, pardon, j'ai oublié une question. Faudra-t-il absolument des partenaires européens pour participer à des calls Green Deal? Oui, dans ce cadre, on est sur un programme type Horizon 2020, c'est-à-dire 3 partenaires de 3 pays différents minimum. Sauf si éventuellement on a une nouvelle version de IC Accelerator qui referait un focus Green Deal, où là, il pourrait y avoir une opportunité, mais pour le moment, en tout cas, ce qui a été présenté par Olivier et Anaïs, on est bien dans le cadre de projets collaboratifs avec cette règle 3 partenaires, 3 pays différents. Tout à fait, voilà, je parlais de tout ce qu'on a vu en revue. Après, le EIC Accelerator, c'est le seul où on peut y aller tout seul. Les autres, c'est en collaboration. Eurostar, 2 partenaires minimum. Et éventuellement Life, qui peut être aussi un monopartenaire sous certaines conditions. Oui, mais enfin, ça peut arriver, mais on est quand même très largement sur le collaboratif aussi. Anaïs, la transmission des slides, une question concernant la date. Là, en soirée demain maximum. Suivant les mails qui m'attendent à l'issue du webinaire. Très bien. Autre question. Les calls sur le green shipping sont plutôt orientés sur les green ports. Quel call viser pour la décarbonisation du transport maritime? Type exemple, navire du commerce à voile, wind assisted ships. Alors là, je n'en ai pas vu dans ceux qu'on a listés. Donc, sur les calls de septembre, peut-être pas, mais donc il y a Horizon Europe qui démarre à la suite, puisque le programme Horizon Europe de 2021 à 2027 va démarrer en 2021 avec des programmes de travail en mobilité, etc. Et là, potentiellement, peut-être des appels à projets là-dessus. Il faudra rester en veille sur ces appels qui vont sortir certainement tout début, fin d'année ou tout début 2021. On espère. Avez-vous des consortia en montage sur les prochains calls BBI, Bio-Based Industry? Oui, on en a. J'ai reçu une demande pas plus tard qu'hier de recherche de partenaires. Voilà, on en reçoit. Nous, on cible dans nos adhérents les adhérents qui sont pertinents pour répondre aux demandes qu'on reçoit, évidemment. Donc en tout cas, oui, il y en a. Et si on n'est pas venu vers vous, c'est que c'était pas possible. En tout cas, oui, quand on en a, on transfère. Est-ce qu'on peut peut-être dire 2 mots sur les calls BBI pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières? C'est vrai que ça s'inscrit un petit peu dans cette thématique, enfin même beaucoup dans cette thématique Green Deal. BBI, c'est comme un projet, enfin en tout cas ce sont des projets type H2020 finalement, mais qui sont opérés par un partenariat public-privé qui s'appelle Bio-Based Industry. Il y a des calls qui sont déjà publiés effectivement. Deadline, c'est quand déjà? C'est septembre, octobre? Septembre, oui, tout à fait.
Donc, Biobase Industrie, on est sur souvent des appels à projets, là aussi, de type démonstrateur, non? Anaïs, peut-être des infos plus détaillées. Détaillé, non, mais nous, les calls qui nous intéressent, c'est surtout sur l'accélération, enfin, c'est à destination des startups et des PME, l'accélération mise sur le marché, voilà, des programmes d'accompagnement. Après, voilà, c'est détaillé, hein, il y a des plans d'action, voilà. Alors, Boris Teillant a mis le lien vers les appels à projets BBI. Merci Boris. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez plus d'informations. Il me semble, Emmanuel, si je ne m'abuse, il y avait une question qu'on a dû sauter de Nathalie Bernard sur l'aspect inclusif des projets. Est-ce que c'est un critère de sélection? Et si oui, quels sont les KPI de mesure de l'impact? Excusez-moi, je suis passé à côté. Non, il n'y a pas de souci. Alors, il faudra reprendre dans le détail le descriptif de l'appel à projet pour voir quel type d'inclusion est souhaité et vraiment répondre à ça. Si c'est inscrit dans le scope, dans les impacts attendus, oui, ça fait partie des critères d'évaluation. Et donc, c'est important d'avoir cette dimension dans votre projet. Et les KPI, ça va vraiment être au cas par cas, quoi. Donc là, c'est difficile de répondre à cette question comme ça, en fonction de la thématique, etc. Mais bon, ça se construit. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets. Comme le disait Anaïs en début de présentation, si vous avez des questions plus spécifiques, plus privées, entre guillemets, et vous voulez avoir nos retours du pôle identifié, n'hésitez pas à contacter directement Anaïs qui consolidera et qui fera des retours qui vont bien en fonction des sujets. Parfait. Donc, je pense qu'on est un petit peu... Ah, il y a une nouvelle question. Bonjour, excusez-moi, Mathieu Clément à l'appareil. Je voulais savoir quel conseil vous auriez à donner pour un développeur EMR qui est en réalisation de prototype là actuellement. Pour toute sa démarche pour les financements, hein, bien entendu. Est-ce qu'il y a enfin, voilà, la ligne à suivre, les bons conseils, si possible? Alors, en fait, là aussi, c'est que c'est difficile. Il faut voir quel est le stade de l'entreprise, qu'est-ce qui est aujourd'hui, quel est le stade de développement du produit de l'entreprise et qu'est-ce qui va pouvoir être placé sur un projet et jusqu'où on va pouvoir aller. Donc, c'est là aussi au cas par cas, mais on peut en discuter peut-être plus en privé si vous voulez. Très bien, parce que ma question était un peu vaste, je m'en excuse. L'idée, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a justement beaucoup de topics, beaucoup de sujets. La meilleure stratégie, c'est de regarder le projet, la roadmap de l'entreprise, un projet en particulier, et derrière de voir les appels à projets qui pourraient correspondre. C'est compliqué forcément d'être exhaustif et de maîtriser tous les sujets, tous les appels à projets. Donc, plutôt partir du projet, de la stratégie de l'entreprise et aller chercher le bon financement, le bon appel à projet en fonction alors déjà de la structure. Est-ce qu'on parle d'une PME, d'une ETI, d'une grande entreprise, d'un organisme public? Est-ce qu'on est plutôt dans le cadre d'un projet individuel ou collaboratif? Quel est le niveau de maturité technologique du projet? Voilà, tous ces éléments, ça va permettre de sélectionner les guichets, les dispositifs et donc derrière les appels à projet. En effet, merci beaucoup.
Très bien, je pense qu'on est, voilà, il est 16h15, je ne vois pas de nouvelles questions sur le chat, donc je pense qu'on peut clore ce webinaire. Je me permets de remercier évidemment toute l'équipe d'Absiski, donc Emmanuel, Olivier et Yannick. Merci beaucoup pour cette première approche du Green Deal. Voilà, je pense que c'était clair. Pour les parties qui n'ont pas été développées, évidemment, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée incessamment sous peu, donc un petit peu plus en détail, et l'ensemble des liens avec le détail des calls et dans la présentation. Donc, vous pouvez aller fouiller et revenir vers nous avec de nouvelles questions et pourquoi pas de beaux projets à faire, voilà, sur tous ces calls-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci Anaïs.